le Puma Cloner en détail. Alors, très rapidement, on va faire un petit historique du Puma. Pourquoi il est né, cet outil? Jean-Pierre, tout simplement, comme je l'ai dit, technicien et aussi développeur. On a des outils au laboratoire, mais malheureusement, on avait un goulot d'étranglement. Donc, on avait certaines problématiques, notamment des disques en panne de secteur défectueux, qui nécessitaient de passer par des outils qu'on utilise lorsqu'on a des problématiques mécaniques. C'est-à-dire que lorsque le technicien va mettre sa combinaison, va rentrer dans la salle blanche, faire des modifications, après il y a des choses pour pouvoir justement le recalibrer. Et donc du coup, on a des outils spécifiques pour ça. Et ces outils étaient hyper intéressants aussi pour les pannes de secteur défectueux parce qu'on pouvait générer beaucoup de choses, la stabilité du disque, des effets de lecture dans différents sens et compagnie. Mais malheureusement, on avait un outil qui allait rentrer en action pour plusieurs types de pannes. Donc du coup, on avait un goulot d'étranglement. Donc Jean-Pierre a commencé à analyser le souci et a proposé justement de se lancer dans ce projet avec le Puma Cloner, qui est une solution logicielle et matérielle, et c'est la partie matérielle justement qui va avoir un effet positif sur le disque, plus qu'un simple Windows. Si on prend un disque en panne avec des secteurs défectueux qu'on essaie d'analyser avec Exascan ou d'autres outils, on risque, vu qu'on a Windows qui va gérer le disque, on risque d'avoir un effet de récupération incomplète. J'ai déjà eu ça avec des clients qui pourtant étaient équipés du Puma, mais pour aller plus vite, ont testé avec Exascan parce que le disque était bien reconnu. On pouvait se balader directement dans Windows, dans l'arborescence, impeccable. Par contre, dès qu'on lançait une extraction ou un scan, on voyait qu'Exascan, au bout de 10%, hop, il nous sortait un résultat, alors qu'il restait encore 90% à faire. Tout simplement parce que le disque s'était figé, que Windows ne savait pas maîtriser ça, et du coup, le disque ne donnant plus d'informations, Exascan considère que le processus est terminé et affichait uniquement les 10% qu'il avait pu analyser. Donc on était sur une récupération qui était hyper incomplète et j'ai dit à ce client de générer une image, de traiter tout cela avec le Puma Cloner et effectivement il a retrouvé bien plus d'informations. Donc le but de l'outil, c'est la détection de support, le diagnostic. On peut faire du clonage préventif. Alors préventif, ça veut bien dire ce que le mot indique, c'est-à-dire qu'on est sur du disque sain et qu'on souhaite avoir une copie parfaite. Il va pouvoir faire de la récupération de données, la génération de logs des fichiers extraits. Donc ça, c'est un gros plus de cet outil. Donc ça, on va le voir aussi ensemble. Et puis, on a la possibilité de faire du blanchiment de support, chose qu'on a évoqué tout à l'heure quand je parlais de UWipe. Attention, c'est du blanchiment qui fonctionne, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais par contre, il n'est pas normé, il n'y a pas de rapport à la clé. Donc, pour des grosses structures, il faudra plus partir sur du UWipe qui aura justement cet effet de fournir des rapports. La force du Puma, oui, une petite question. Non, c'est tout bon? Tout bon? Non. Ouais, ok. La force du Puma, donc ça va être d'optimiser la détection des supports. Ça, c'est ce que je dis souvent, ça encapsule. Donc, il n'y a que le Puma qui aura accès au disque. Windows ne va pas pouvoir venir renifler ce support. Donc, on est vraiment les seuls maîtres à bord et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un gain de stabilité sur ce disque. On va aussi avoir des actions correctives. Lorsque le disque, comme on le dit vulgairement au laboratoire, il se gaufre, on va pouvoir justement lui apporter des actions correctives pour lui redonner un petit coup de souffle. Ça protège les machines des surtensions et puis, bien entendu, on a l'analyse des supports avec les diagnostics. Un petit rappel sur les règles de base. Qu'est-ce qu'il vous faut? Donc, une machine avec un BIOS en mode Legacy. Si ce n'est pas le cas, vous avez déjà une machine en UEFI. Dans ce cas-là, il faudra modifier le Secure Boot et le mettre sur Hauser OS. Tout simplement, c'est le chargement des pilotes qui se fera pas au même moment. Sur l'UEFI, si vous ne faites pas ça, vous allez avoir les pilotes qui seront quand même ici, signés, pas de problème. Par contre, dès qu'on va vouloir les démarrer, ils ne seront pas fonctionnels, donc vous n'aurez pas accès à la possibilité de faire la détection sur le port SATA. Il faut vérifier aussi qu'il n'y ait pas de carte avec le même contrôleur, vu qu'on a des drivers spécifiques à notre carte. Tout simplement que le contrôleur ne se retrouve pas aussi sur aussi bien des cartes additionnelles que sur la carte mère.
Vous avez un câble en Y aussi, donc il y a la partie centrale qui vient se connecter à l'arrière du Puma, et ensuite vous avez le choix entre 2 connectiques, une Molex ou une connectique SATA. Il faut faire le choix, pas brancher les deux, bien entendu. Utiliser le port SATA le plus proche de la carte mère, ça c'est plus pour du confort. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le premier port qui va être testé. On n'aura pas la possibilité de faire 2 SATA. Ça ne sera pas possible. Mais on a fait ce choix de carte parce que par rapport au développement des pilotes, c'était celle qui correspondait le mieux. Et puis une alimentation un peu puissante. C'est vrai que j'ai eu des clients dernièrement qui m'ont dit qu'ils avaient des soucis parce que justement en fait ils avaient des alimentations qui n'étaient pas assez costaudes entre le disque système, le disque data qu'ils avaient, le disque réservé au Puma, plus le disque qui était connecté au Puma, ça faisait beaucoup et du coup les alimentations n'étaient pas assez costaudes et ça pouvait perturber la qualité du Puma. Dans les paramètres généraux, ça je vous invite à toujours aller faire un petit tour dessus. On va regarder justement en détail à quoi ça correspond. Vous avez les paramètres de langue, aussi bien de l'interface que des rapports que vous allez générer. Alors c'est vrai que là sur SDC, on a travaillé la chose différemment, c'est-à-dire que pour chaque rapport, vous allez pouvoir modifier la langue, soit l'interface générale globale, soit sinon si vous avez un jour un client étranger, vous lui faites son rapport, vous pouvez pour ce rapport passer en mode anglais par exemple. Vous avez les sons en fin de lecture. Alors, par défaut, c'est le buzzer du boîtier. On ne va pas pouvoir modifier ce son, lui mettre la cucaracha, ce ne sera pas possible. Mais par contre, vous avez la possibilité de, si vous avez les enceintes, de mettre des sons personnalisés ou vraiment faire un mute pour avoir aucun son. Le but de ce buzzer, c'est pour tout simplement aussi que ça ne soit pas chronophage, c'est-à-dire qu'on va faire une demande de lecture et un peu comme un micro-ondes, dès que c'est prêt, ça sonne. Voilà. Donc ça, c'est l'avantage. On n'a pas besoin de rester justement derrière la machine pour vérifier si tout se passe bien. Le Puma est un grand garçon qui va travailler tout seul et qui vous tiendra informé dès qu'il aura fini son processus que vous lui avez demandé. Ensuite, on a toute une partie diagnostic parce que les diagnostics peuvent être valorisés aussi. C'est pas juste de vendre de la prestation complémentaire, ça peut être aussi de la vente de diagnostic. Vous avez la possibilité de choisir votre taux de TVA, vous avez la possibilité de choisir justement la tarification que vous souhaitez apporter. Et j'ai envie de dire, laissez toujours un tarif. Pourquoi? Même si vous ne voulez pas le faire payer. Pourquoi? Parce qu'au moins, ça sera un cadeau que vous faites à votre client. J'ai un rapport qui coûte 15 balles, je vous l'ai fait, un coup de crayon, c'est gratuit, c'est pour moi. Là, du coup, votre client sera encore plus content parce qu'il aura économisé 15 euros. Et puis, vous serez aussi le roi du monde parce que vous êtes super sympa. Donc ça, c'est la petite astuce aussi. N'hésitez pas à toujours laisser un tarif sur les rapports, même si vous ne voulez pas les vendre. Au moins, si vous ne le valorisez pas au niveau financièrement, vous allez le valoriser justement avec cette prestation qui va être gratuite. Vous avez aussi la possibilité de passer en marque blanche, c'est-à-dire de supprimer le logo Puma Cloner. Il y a certains clients qui ne souhaitent pas diffuser comme quoi ils utilisent tel outil. Vous pouvez mettre la date et puis aussi, hyper intéressant, vous pouvez mettre votre logo. Donc vous pouvez après switcher, hein, il y a la partie, une partie réservée pour le logo Puma, une partie qui vous est réservée à vous. Vous pouvez mixer soit les deux logos, soit un, soit l'autre, soit aucun. Et puis vous avez, ça c'est nouveau, la surveillance de l'espace disque libre. Sur les précédentes versions, on n'avait pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, on forçait le client à pouvoir démarrer son projet uniquement s'il avait assez d'espace pour accueillir l'intégralité du support. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous avez, si vous manque un peu d'espace, vous aurez un petit pop-up pour vous dire attention, il n'y a pas beaucoup de place et on risque d'être bloqué. Et puis, on va aussi bloquer et stopper la lecture si on arrive à un seuil critique. Donc voilà, grosso modo, toutes les 5 minutes, on vérifie. Et puis là, si il reste plus que 10% de l'espace libre sur le disque, dans ce cas-là, on stoppe le Puma pour que vous ayez le temps de faire de l'espace et puis pour pas justement surcharger non plus votre machine. La partie présentation, donc quand vous ouvrez le Puma, vous tombez sur ce menu avec différentes tuiles. Vous avez ici en bleu les deux analyses, analyse Excuse-moi, rapide et pardon oui, de t'interrompre. Pour la page de paramètres précédent, là, oui. j'ai mis un petit fichier audio pour les sons personnalisés dans le chat.
Écoute, que pas vous de Tu nous as chance. trouvé, pouvez tu nous as trouvé la cucaracha. affirmatif. Je te reconnais bien là. Allez, bonne suite. Merci pour ce cadeau, c'est gratuit, c'est un petit bonus. Merci. Donc du coup, vous avez les deux possibilités de faire de l'analyse rapide et de l'analyse complète directement par ces deux tuiles. On n'ira pas plus loin, on s'arrête vraiment là-dessus, hein. D'un côté, c'est l'analyse rapide, de l'autre côté, c'est l'analyse complète. On va pas plus débattre là-dessus, on en a déjà beaucoup parlé. Vous avez d'autres fonctionnalités, on va s'arrêter rapidement dessus. Même si pour que ce soit moi au support ou même vous, je vous préconise tout le temps de passer par le bouton récupération de données, parce qu'au moins vous aurez plus d'accès, plus de visibilité sur ce qui se fait. Notamment si vous faites du clonage préventif d'un support, où ça va être totalement invisible. On va lui dire, bah oui, je veux cloner tel support sur telle destination, et on envoie la procédure, et c'est tout. On verra pas justement d'arborescence, on verra pas de choses. Il fera quand même ses actions correctives, il fera tout ce qui sait très bien faire, sans aucun problème, mais c'est plus au niveau affichage qu'on n'aura pas. J'ai souvent pareil beaucoup de clients qui ont des disques défectueux et ils font du clonage préventif. Non, du défectueux, on va passer par la récup de données parce qu'on a besoin de visibilité. Et ça, c'est vraiment sur un disque 100% sain, notamment des machines-outils, des choses comme cela. Il y a beaucoup de clients qui font de la maintenance préventive en faisant du clonage. On a la possibilité de faire un blanchiment d'un support, ça on y reviendra tout à l'heure, en fonction des destinations. On a la possibilité de reprendre aussi un projet sans le support d'origine, c'est-à-dire que le support d'origine, soit le client est déjà reparti avec, soit manque de chance, le disque a fini par décéder, et on va quand même pouvoir recharger notre projet sans le disque d'origine. Et puis vous avez la possibilité pour ceux qui travaillent en mode clonage, en destination clone, ça on y reviendra sur le terme destination juste après, de pouvoir prendre directement son image, donc là on sera plus sur une destination image, et de la déposer sur un disque, un clone physique. Donc nous, en fait, on va toujours vous préconiser de faire de l'image. On avait beaucoup de clients qui passaient par le clone. On verra qu'il y a quelques contraintes avec le clone. Donc du coup, on a mis en place cette option pour qu'ils puissent tout le temps partir sur de l'image comme nous on le préconise, et que s'ils veulent vraiment tenter un redémarrage avec le résultat optimisé par le Puma Cloner, qui puisse justement facilement déposer l'image sur un disque dur. Les différents types de connectiques que l'on traite. On va avoir le SATA. Donc le SATA, dès qu'on a un disque en SATA, on ne se pose aucune question, on le branche sur le port SATA du Puma, ça c'est parfait. On a effectivement aussi la possibilité de faire de l'IDE. Alors la petite astuce, ça sera plus de passer par un adaptateur IDE SATA. Ainsi, vous allez pouvoir connecter vos disques IDE sur le port SATA. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, les IDE, ça court pas les rues. On a un driver qui est fonctionnel, mais qui n'est pas aussi optimisé que le SATA. Donc dès qu'on va rencontrer des erreurs, des choses comme cela, on risque d'avoir des petits plantages machines, mais à culpa, on l'admet. Mais aujourd'hui, on sait que c'est entre 2 à 5% des disques, et encore, je pense que ça a même encore diminué, qui sont sur le marché. Donc on n'a pas mis plus d'efforts de correctifs sur ce pilote. On a préféré se concentrer par choix sur le SATA. Donc aujourd'hui, les petits adaptateurs IDE SATA, ça coûte pas grand-chose. Ça coûte 10 €, voire même moins si vous passez par des sites chinois. Et ça fonctionne très très bien, voire même mieux. Faut aussi dire à l'utilisateur, enfin au client, qu'on est en 2022 et l'IDE, c'est Oui, bon. oui, mais ça arrive encore. Non, non, après, je reprends l'exemple pour les disques avec les machines-outils. Souvent, on est sur des vieilles machines. Ouais. Voilà. Donc là, effectivement, à partir là-dessus. Et ensuite, on va voir les disques USB. Alors, les disques USB, n'hésitez pas à quand même ouvrir le disque, la carapace en plastique, je dis bien quand je dis ouvrir le disque, la protection pour vérifier l'architecture à l'intérieur. Est-ce qu'on est sur ce qu'on appelle un USB natif, c'est-à-dire que la carte électronique, le PCB, est directement pourvu de la connectique USB, ou est-ce qu'on a une petite carte, je dois en avoir une dans le coin, il me semble, mais je pense que tout le monde voit à peu près. Ouais, on peut démonter le disque Ouais, dur. un adaptateur S'il y a interne. la Voilà. ouais. C'est un petit bout de carte qui fait la jonction USB SATA entre le disque. Donc dans ce cas-là, on enlève cette partie-là, on tombe sur un disque 100% SATA et on va pouvoir le traiter.
Petite information qui est pas dans le diaporama, mais ça c'est une petite astuce gratuite. Sur les Western Digital, je crois que c'est les MyBook essentiels, donc les 3 pouces et demi avec alimentation. Ceux-ci par défaut sont cryptés, ces disques. C'est pas du tout voulu par l'utilisateur, c'est comme ça. Ils sont tous cryptés. Ce qui permet en fait le jour où vous voulez mettre la sécurité qui est fournie par Western Digital, de pouvoir l'activer. Et du coup, le contenu est directement sécurisé. Il n'y a pas de traitement, d'attente pour justement avoir une phase de cryptage de toutes les données. Elles sont déjà cryptées. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la carte électronique qui fait ce traitement. La petite carte justement qui fait la jonction USB SATA. Donc à partir du moment où on va prendre ce disque, on va ouvrir le boîtier, on va se dire youpi, j'ai un SATA en 3 pouces et demi, je le mets sur mon boîtier Puma, bah, vous n'aurez aucune information. Rien ne sera vu. Donc l'astuce, dans ce cas-là, vous faites un clonage intégral, complet, du disque, et votre disque clone, ensuite, vous le rebalancez dans le boîtier, avec la petite carte à faire la jonction. Cette carte, en fait, on sait qu'à la fin du disque, il y a une clé, et donc du coup, elle va pouvoir aller renifler la clé, et vous faire un décryptage à la volée des données. Voilà, ça c'est la petite astuce sur les MyBook en 3 pouces et demi. C'est que les MyBook, hein, pas les éléments, tout ça, c'est possible. Non, sur les éléments, c'est les 2 pouces et demi. Alors eux, ils sont généralement en USB natif. On n'a pas de solution de traitement optimisé pour ce genre de disque, malheureusement. On a eu on va dire un fil rouge qui a été donné à Jean-Pierre pour essayer de voir ce qu'il pouvait faire, arriver à optimiser. Malheureusement, il n'y a pas de choses simples et évidentes. Ça demanderait d'investir dans du matériel électronique dans un premier temps, et puis aussi d'investir dans des cartes électroniques compatibles. Donc, pour nos partenaires, ça rentre dans un processus vraiment très compliqué, avec des bases de connaissances que tout le monde n'a pas. Nous, on a ici chez Recoveo aujourd'hui cette expertise, mais parce que voilà, on a 18 ans d'expérience. Donc, on n'a malheureusement pas la possibilité d'optimiser cette détection, cette amélioration au niveau des disques USB.